Un couple de personnes âgées a fait semblant de partir en vacances, puis a surveillé sa maison avant de disparaître. Ils ont chargé des valises vides dans la voiture, ils ont dit au revoir à leurs voisins. Ils ont parcouru les 4 pâtés de maison qui les séparaient de leur chambre de motel et se sont installés devant un ordinateur portable affichant 4 images de surveillance de leur propre maison. La valise était vide, pas presque vide, pas légèrement remplie, mais complètement, délibérément, théâtralement vide. Hélène Garza l'a prise d'une main et l'a portée sur le porche comme si elle pesait 20 kilos, en grommelant à Madame Calloway, de l'autre côté de la rue, qui se tenait déjà près de la fenêtre avec une tasse de thé, observant la scène sans gêne. « Prends la bleue, Walt !» a crié Hélène à l'intérieur de la maison. « Et n'oublie pas ton maillot de bain !» Il n'y avait pas de maillot de bain. Il n'y avait pas de voyage. Walter Garza, 73 ans, le genou douloureux et le visage impassible, apparut sur le seuil, une seconde valise vide à la main. Il fronça le nez et les yeux en la faisant passer d'une main à l'autre, comme s'il portait des parpaings. « On va rater l'avion !» lança-t-il assez fort pour que tout le quartier l'entende. Il n'eut d'ailleurs pas d'avion. Hélène, lentement, comme si elle s'était entraînée, chargea les valises dans le coffre de leur Ford Taurus, offrant une vue imprenable aux voisins curieux. Walt verrouilla la porte d'entrée, tira 2 fois sur la poignée, comme à son habitude, puis descendit les marches du perron avec un air de retraite nonchalante qui faillit tromper Hélène elle-même. Presque. Ses mains tremblaient. Ils quittèrent l'allée du 26 Meadow Lane à 8h47, un samedi matin de début novembre, saluant la fenêtre des Calloway et klaxonnant une fois à Frank DeLuca qui sortait ses poubelles. Hélène baissa même sa vitre en passant devant la maison des Anderson. « 2 semaines à Sarasota !» cria-t-elle. « Le docteur a dit que Walt avait besoin de soleil. » Frank fit un signe de la main sans lever les yeux. Le rideau des Calloway flotta au vent et ils disparurent. Enfin, presque. 4 rues plus au sud. Hélène gara la Taurus sur le parking du Comfort Lodge, rue Burch, un motel sans charme niché entre un garage et une sandwicherie qui avait changé de nom 3 fois en 2 ans. Walt avait déjà payé la veille, en espèces, une chambre au rez-de-chaussée, sous un nom qu'il n'avait plus utilisé depuis son service militaire. L'odeur de javel et de désodorisant floral lui paraissait étrange. La moquette était d'une couleur qu'il préférait ne pas mentionner. 2 lits doubles, une télévision fixée à une commode, une salle de bain avec une porte coulissante qui fermait mal. Il serait chez lui pour les 14 prochains jours. Walt posa les valises vides dans un coin et s'assit sur le bord du lit, l'air encore incertain de la pertinence de son geste. Hélène, elle, sortait déjà de vrais bagages de la banquette arrière. Ni vêtements, ni produits de toilette. 2 ordinateurs portables, un tas de câbles, une batterie, un carnet avec 3 mois d'observation manuscrite et un routeur Wi-Fi portable qu'elle avait acheté dans un magasin d'électronique avec l'ancienne carte d'identité de leur nièce. « Tu crois qu'ils l'ont acheté ?» demanda Walt. Hélène alluma le premier ordinateur portable et l'ouvrit. L'écran afficha en direct les images de 4 caméras, chacune montrant leur maison de Meadow Lane sous un angle différent. Le porche, le jardin, le portail latéral. Et la dernière, inclinée juste assez pour capturer le bord de leur allée et la rue au-delà, s'étendant jusqu'à la maison des Calloway et l'entrée sombre de la ruelle entre les propriétés des DeLuca et des Anderson. « Je crois, » dit Hélène en tirant une chaise et en s'asseyant, qu'on va bientôt le savoir. Les Gars ont vécu au 26 Meadow Lane pendant 31 ans. Ils y ont élevé leurs 2 filles, Walt a construit lui-même la terrasse arrière pendant 3 étés, Hélène plantait des hortensias le long de l'allée, les soignait malgré la sécheresse et les pluies verglaçantes et les voyait fleurir chaque année en juin comme une horloge. Cette maison était bien plus qu'un simple lieu de vie. Elle était le témoignage tangible de leur mariage, de l'éducation de leurs enfants, de toute leur vie d'adulte. Le quartier avait été autrefois agréable, peuplé principalement de familles ouvrières, des gens qui tondaient leur pelouse le samedi et vous saluaient en passant en voiture. Une rue où l'on remarquait si votre journal traînait trop longtemps sur le perron et où l'on venait y jeter un œil, non par curiosité, mais parce que c'était la coutume chez les voisins. Mais les choses avaient changé. Tout a commencé par de petits détails.
Hélène remarquait les petits détails, car Hélène remarquait tout. Elle avait été comptable pendant 34 ans dans une entreprise de plomberie. Des chiffres, des schémas, des choses qui ne collaient pas. C'était toute sa vie professionnelle, et cela l'avait accompagnée jusqu'à la retraite, comme on porte des lunettes de lecture. Toujours à l'affût, toujours en train de calculer, toujours à tout rassembler dans une tête qui refusait de ralentir simplement parce que son corps le faisait. La première chose qu'elle a remarquée, ce sont des voitures, il y a environ 1 an. Des voitures étranges ont commencé à apparaître sur Meadow Lane tard le soir. Pas des clients, pas des chauffeurs de taxi. Des voitures garées de travers près de la maison de DeLuca ou sur le terrain vague au bout de l'impasse, qui roulaient pendant 10-15 minutes, puis repartaient. Toujours entre 1 et 4 heures du matin. Toujours des voitures différentes. Hélène en parla à Walt, qui haussa les épaules et dit que c'était probablement à cause des enfants. Elle en parla à Frank DeLuca, qui dit n'avoir rien remarqué. Elle en parla à Madame Calloway, qui changea de sujet avec une rapidité suspecte. La deuxième chose qu'elle remarqua fut l'éclairage. La maison des Anderson, qui avait appartenu à un couple discret nommé Pete et Donna Anderson, aussi longtemps que les Garza y avaient vécu, était étrangement sombre. Pete et Donna avaient déménagé en Arizona 4 mois plus tôt, et leur fils, Keith, avait repris la propriété. Il dit qu'il la louait. Mais la répartition de l'éclairage était étrange. Les pièces qui auraient dû être des chambres restèrent plongées dans l'obscurité toute la nuit. Les pièces qui devaient servir de débarras étaient éclairées à 2 heures du matin. Et cette lueur n'avait rien du jaune chaud de la vie. C'était un scintillement bleu-blanc, tout autre chose. Troisièmement, et c'est ce qui offensait vraiment Hélène, quelque chose se passait sur leur propriété. D'abord, de petites choses. Le tuyau d'arrosage avait été déplacé de son emplacement d'origine. Le loquet du portail que Walt avait réparé en septembre pendait de nouveau en octobre, comme si quelqu'un l'avait cassé. La serrure de la porte arrière était rayée. Un matin, Hélène trouva un mégot de cigarette sur la terrasse. Ni elle ni Walt ne fumaient. Et personne de leur entourage ne fumait, dit-elle à Walt. Elle voulait installer des caméras de surveillance. Au début, il a résisté, tout comme Walt résistait à tout ce qui l'obligeait à apprendre une nouvelle technologie, de façon totalement illogique. « On vit ici depuis 31 ans sans caméra, a-t-il dit. On ne va pas devenir comme ça. Ces gens-là laissent encore leurs tuyaux d'arrosage au même endroit, a rétorqué Hélène. Walt a grommelé. Hélène a commandé les caméras. Elle les a installées elle-même en suivant un tutoriel vidéo réalisé par un enfant de 12 ans qu'elle a trouvé à la fois instructif et extrêmement efficace. 4 caméras sans fil connectées au cloud avec détecteur de mouvement et vision nocturne suffisamment nette pour lire une plaque d'immatriculation à 12 mètres. Hélène les a installées à des endroits qui ressemblaient à des éléments de décoration. Celle sur le porche était camouflée en nichoir. La caméra, fixée au portail latéral, était dissimulée dans une fausse lanterne. Personne n'y aurait prêté attention. Pendant 2 semaines, les caméras ont enregistré le silence habituel. Des ratons laveurs à 3 heures du matin, le facteur traversant la cour, Walt sortant en robe de chambre pour enquêter sur un bruit qui s'est avéré être une branche tombée. Puis, à 2h22 du matin, le 14 octobre, la caméra de la terrasse arrière a capté quelque chose qui l'a glacé d'effroi. Une silhouette, des vêtements sombres, une capuche, longeant la maison d'un pas déterminé et familier. Pas un inconnu tâtonnant dans le noir, quelqu'un qui savait exactement où il allait. La silhouette s'est arrêtée au portail arrière, a tendu la main sans hésiter, a soulevé le loquet de l'intérieur, comme on ne pouvait le faire que si l'on savait qu'il était cassé, et est entré dans la cour. Ils restèrent là 11 minutes. La caméra les filma en train d'examiner la porte arrière, les fenêtres et le boîtier de communication sur le côté de la maison. Puis, ils repartirent par où ils étaient venus. Le loquet était fermé, le portail intact. Comme un fantôme, Hélène visionna la vidéo 7 fois avant de la montrer à Walt. « C'est peut-être un cambrioleur », dit Walt d'une voix faible. « Un cambrioleur qui connaît le loquet de notre portail », répondit Hélène.
Un cambrioleur qui a passé 11 minutes à regarder autour de lui sans rien voler. Elle retourna sur son espace de stockage en ligne et y trouva 2 autres visites, le 8 octobre et le 29 septembre. Même silhouette, même itinéraire, même fenêtre, de 11 à 14 minutes. Il n'avait rien pris, il s'était contenté de regarder, d'étudier la maison. Hélène apporta la vidéo à la police. Un agent nommé Kendall, assez jeune pour être votre neveu, visionna 30 secondes de la vidéo sur son téléphone et lui dit qu'il s'agissait probablement de l'enfant d'un voisin à la recherche d'un chat perdu. Il lui remit une brochure sur les programmes de surveillance de quartier et un numéro d'urgence. Ce soir-là, Hélène s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son carnet. Elle prenait des notes depuis des semaines, dates, heures, plaques d'immatriculation notées lors de ses virées nocturnes. Le motif des lumières dans la maison des Anderson, la fréquence des apparitions de Madame Calloway derrière le rideau, tantôt aléatoire, tantôt obsessionnelle. « Walt, dit-elle, je crois qu'il y a quelque chose de louche dans cette rue. »« Je crois que tu as raison, » répondit-il. C'était la première fois en 47 ans de mariage que Walt partageait l'un des soupçons d'Hélène sans protester au préalable. Ils commencèrent à élaborer un plan. Pas de plainte, pas de réunion de quartier, mais quelque chose de plus discret. C'est ce qu'Hélène Garza avait compris et que la police ignorait. Si quelqu'un fouillait sa maison régulièrement, méthodiquement, sans rien voler, alors il ne s'agissait pas d'un cambriolage. Il préparait quelque chose de plus important. Quelque chose qui nécessitait de connaître chaque détail de la maison, ses habitudes, ses points faibles. Et si cela se passait dans une rue où des voitures inconnues apparaissaient à des heures indues, où une maison autrefois banale brillait désormais d'une lumière suspecte, et où les voisins évitaient les questions au lieu d'y répondre, alors le problème d'Hélène n'était pas seulement le sien, c'était le problème de toute la rue. Mais elle avait compris autre chose aussi. Si elle et Walt restaient chez eux à observer trop ouvertement, cela ne passerait pas inaperçu. Hélène avait été invisible toute sa vie. Comptable, grand-mère, vieille dame aux hortensias. Personne ne faisait attention à elle, et elle le savait. Cette invisibilité était un atout, à condition de bien l'utiliser. Alors, elle mit au point un plan. Ils annonceraient haut et fort, publiquement, 2 semaines de vacances. Ils feraient leurs valises, fermeraient la maison à clé, feraient un signe d'adieu et disparaîtraient. La rue croirait que le 26, Meadow Lane était vide. Hélène et Walt s'installeraient alors 4 rues plus loin, dans un motel, et observeraient. Et pas seulement leur maison. Depuis une chambre donnant sur la rue, ils pouvaient voir la façade de la maison des Calloway, l'allée des DeLuca et celle jouxtant la propriété des Anderson. Si un événement survenait à Meadow Lane et nécessitait le départ des Garza, leur absence servirait de prétexte. Le plan était simple. S'asseoir, observer, documenter. 2 semaines de patience et la rue leur dirait tout. Ce qu'Hélène n'avait pas prévu, ce qu'elle ne pouvait pas prévoir, c'était ce que les caméras allaient réellement révéler. Les premières 24 heures de tournage se déroulèrent comme prévu. Rien. Meadow Lane restait calme et sans intérêt sous le ciel de novembre. Madame Calloway récupéra son courrier à 11h15, comme d'habitude. Frank DeLuca promena son terrier à 7h du matin et à 4h de l'après-midi. Le camion de livraison s'arrêta devant la maison des Anderson, déposa un colis et repartit. Hélène observait tout depuis sa chambre de motel, jonglant entre les caméras sur son ordinateur portable et prenant des notes dans son carnet. Walt était assis sur l'autre lit, regardant un documentaire animalier à faible volume, jetant de temps à autre un coup d'œil à l'écran d'Hélène, comme on regarde quelqu'un faire des mots croisés. Un intérêt modéré, sans plus. Le lendemain, même chose. Des voitures passèrent, l'arrosage automatique se mit en marche. Un chat traversa le jardin des Garza et s'arrêta pour renifler la fausse cabane à oiseaux, son visage occupant tout l'écran pendant 3 secondes. « Fascinant, » dit Walt. « Patience, » répondit Hélène. Le 3e jour apporta le premier signe. À 1h47 du matin, la caméra extérieure se déclencha. Le téléphone d'Hélène vibra sur sa table de chevet.
Elle avait programmé des alertes pour tout mouvement entre minuit et 5 heures du matin. Il s'en empara, fixa le petit écran, puis se leva et ouvrit son ordinateur portable. Une voiture, une berline sombre sans plaque d'immatriculation visible. Elle se gara juste devant la maison des Anderson et resta là, moteur tournant et phare éteint. Pendant 9 minutes, rien ne se passa. Puis la portière s'ouvrit et une silhouette apparut. Même carrure, même vêtements sombres, même capuche que l'homme qui était venu chez les Garz. Mais cette fois, il n'alla pas chez les Garz. Il descendit l'allée des Anderson, passa devant la porte d'entrée et contourna la maison, hors de portée de la caméra. Walt cessa de faire semblant de dormir. Il s'arrêta derrière Hélène, tous deux observant les secondes figées s'égrener sur l'horodatage. 4 minutes plus tard, la silhouette réapparut. Cette fois, il portait quelque chose. Une petite boîte, de la taille d'un micro-ondes. Ils l'ont mise dans le coffre de la berline, sont remontés à bord, et la voiture a démarré, sans accroc, habitué, routine. Ce n'était pas un cambrioleur non plus, a dit Walt. Hélène a conservé le récit et l'a noté dans son carnet. 5 novembre, 1h47. Berline sombre, un occupant sort. Il entre sur la propriété d'Anderson par une porte latérale. Il ressort 4 minutes plus tard, portant une petite boîte. Il se dirige vers le sud. Elle a insisté sur le mot « routine », car c'était ce qui la troublait le plus. Pas l'étrangeté, la familiarité. Cet homme agissait comme s'il avait fait cela des centaines de fois, comme si c'était un travail. La nuit suivante, cela s'est reproduit. Même laps de temps, voiture différente. Cette fois, une camionnette fermée, 2 personnes. Même itinéraire jusqu'à la maison des Anderson, même entrée latérale. Ils restèrent plus longtemps, près de 20 minutes. Et lorsqu'ils repartirent, ils portaient 3 cartons. La 5e nuit, une camionnette. La 6e nuit, une autre berline. Chaque nuit, entre 1 et 3 heures du matin, des voitures s'arrêtaient devant la maison des Anderson. Des gens entraient par le côté et emportaient des objets. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ?» demanda Walt le matin du 7e jour, fixant l'écran avec l'air de quelqu'un qui ne trouvait plus la situation drôle. Hélène feuilleta ses notes. 7 nuits, 9 voitures, au moins 14 personnes, même si certaines pouvaient être des répétitions. Une vingtaine à une trentaine de cartons, de petite et moyenne taille, furent sortis. « Je ne sais pas, » dit Hélène. Mais, quoi que ce soit, quelqu'un voulait nous faire partir avant de s'en aller. Walt la regarda. « Tu penses que les visites chez nous, le portail, les repérages, tout ça pour vérifier qu'on n'était pas suivi ?» Hélène ne répondit pas tout de suite. Elle ouvrit le plus ancien enregistrement qu'elle possédait, celui de la silhouette encapuchonnée dans le jardin, et le plaça à côté de celui du visiteur de la maison des Anderson la veille au soir. Même portail. Même chemin pour y accéder. Même petit souci à l'épaule gauche au retour. « Je pense que c'est la même personne, » dit Hélène avec prudence. « Que celui ou celle qui travaille chez les Anderson sait que notre terrasse donne directement sur leur entrée latérale. Et je crois qu'ils sont venus nous voir pour savoir si nous pouvions les repérer et ce qu'il faudrait faire pour nous en empêcher. » L'implication pesait lourdement sur la pièce. Quelqu'un sur Meadow Lane, peut-être quelqu'un à qui la famille Garza communiquait depuis des décennies, était impliqué dans quelque chose de si grave qu'il était nécessaire de faire une reconnaissance de la maison du couple de 73 ans afin de préserver le secret de l'opération. Hélène ferma son ordinateur portable et se laissa aller en arrière. Ses mains, d'ordinaire si sûres, tremblaient légèrement et elle ne parvenait pas à les contrôler. « On est aux anges », dit Walt à voix basse. Ce n'était pas une plainte. C'était le constat de quelqu'un qui avait effectué 2 missions au Vietnam et qui comprenait la différence entre un défi et une menace. « Peut-être, » répondit Hélène, « mais nous sommes les seuls à observer. » Elle ouvrit son carnet à une nouvelle page et écrivit une simple question en haut, de sa belle écriture, digne d'une comptable. Qui était Keith Anderson ? À cet instant précis, Hélène Garza cessa d'être une retraitée curieuse avec ses appareils photo et devint tout autre chose.
Quelque chose que personne à Meadow Lane, ni les silhouettes encapuchonnées, ni les voisins, ni même Walt, n'avait vraiment anticipé. Elle devint la seule à refuser de détourner le regard. Keith Anderson avait 41 ans, était divorcé et, en apparence, tout à fait ordinaire. Hélène découvrit le 8e jour, dans leur chambre de motel, grâce au 2e ordinateur portable que Walt avait finalement appris à utiliser après qu'Hélène eut menacé de tout faire elle-même et de le laisser regarder des documentaires animaliers pendant les 6 jours restants. Les documents publics n'étaient pas difficiles à trouver si l'on savait où chercher. Et Hélène savait où chercher. 34 ans de comptabilité lui avaient appris que la vérité sur une personne ne se trouve presque jamais dans ses paroles. Elle se cache dans ses documents. Déclaration de revenus, actes de vente, registres commerciaux. Toutes ces traces écrites que l'on laisse derrière soi quand on pense que personne ne les lit. Keith Anderson avait hérité de la maison de Meadow Lane de ses parents lorsque Pete et Donna avaient déménagé en Arizona. C'était vrai. La mutation était en règle, enregistrée en juin, notariée et consignée à la mairie. Mais l'historique locatif ne correspondait pas. Il n'y avait aucune annonce de location, ni sur les principales plateformes, ni auprès d'une agence immobilière locale, pas même dans une annonce du journal Penny Saver. Hélène vérifia 2 fois. Si Keith avait loué la maison, il l'avait fait sans publicité, sans bail et sans déclarer les revenus locatifs sur aucun document. Elle découvrit une immatriculation d'entreprise, KA Logistics LLC, enregistrée en janvier de cette année-là, 8 mois avant l'emménagement de Pete et Donna, au nom de Keith Anderson, avec une boîte postale dans le comté voisin. Pas de site web, pas d'employés, pas de clients visibles. Une entreprise de logistique sans logistique. C'est peut-être vrai, suggéra Walt de l'autre côté de la pièce, même si son ton laissait transparaître son scepticisme. Peut-être, acquiesça Hélène. Et j'ai peut-être 25 ans. Elle poursuivit ses recherches. KA Logistics avait une plaque d'immatriculation de véhicules utilitaires. Une fourgonnette blanche, le genre qu'on voit 1000 fois par jour sans s'en souvenir. Elle compara la plaque à l'enregistrement de la 5e nuit et retrouva la fourgonnette qui s'était arrêtée devant la maison des Anderson à 1h53 du matin. Celle que 2 personnes avaient chargée de carton pendant 20 minutes était immatriculé au nom de la propre société de Keith Anderson. Il ne louait pas la maison à des inconnus. Il y gérait une activité pour lui-même. Hélène avait tout enregistré. Chaque détail, chaque connexion, chaque horodatage. Son carnet se remplit rapidement, les pages couvertes de sa petite écriture soignée, de dates, de plaques d'immatriculation et d'observations organisées comme le grand livre qu'elle tenait depuis 30 ans. Les chiffres racontaient des histoires, pour peu qu'on sache les écouter, et Hélène les avait écoutés toute sa vie. Mais les chiffres ne lui disaient que ce qui se passait. Ils ne lui disaient pas pourquoi. La réponse arriva la 9e nuit, et elle ne venait pas de chez les Anderson. Elle venait des Calloway. Hélène avait réglé les caméras pour qu'elles enregistrent en continu, et non plus seulement sur détection de mouvement, après s'être rendu compte que les alertes de mouvement ne captaient pas les mouvements lents en bordure du cadre. Cela signifiait plus d'images à visionner, des heures de rues désertes et de maisons immobiles. Mais cela signifiait aussi qu'elle avait repéré des choses que les alarmes auraient manquées. À 00h15, la 9e nuit, une lumière s'alluma dans le garage des Calloway. Non pas dans la maison, mais dans un garage indépendant derrière, que Madame Calloway prétendait utiliser comme débarras. La lumière était faible, presque voilée, comme si quelqu'un l'avait recouverte d'un tissu. Mais la caméra donnant sur la rue capta une faible lueur provenant de sous la porte du garage et perçut autre chose. Madame Calloway quitta la maison et se dirigea vers le garage à 00h15. Dolores Calloway avait 68 ans, était une bibliothécaire scolaire à la retraite qui se couchait à 21h30 tous les soirs et se plaignait du bruit après 20h. Hélène la connaissait depuis 26 ans. Elle n'était pas vraiment proche. Dolores était le genre de voisine qui apportait des plats mijotés en cas de décès et se souvenait de chaque anniversaire, mais ne restait jamais dîner. Aimable en apparence, mais sans profondeur. Et la voilà,
traversant le jardin en pleine nuit, à une vitesse qu'Hélène ne lui avait jamais vue. Regardant à gauche et à droite, elle se glissa dans le garage et referma la porte derrière elle. 14 minutes plus tard, une voiture arriva. Pas une de ces berlines ou camionnettes qui fréquentaient la maison des Anderson, une Honda argentée, un vieux modèle, avec une aile arrière tordue. Elle était garée dans la rue, une maison plus loin que celle de Callaway. Une femme d'une quarantaine d'années en sortit, un sac de sport à la main. Elle n'alla pas à la porte d'entrée, elle fit le tour de la maison par l'arrière et entra par le même garage. Elle resta assise là pendant 22 minutes. Le sac de sport semblait plus léger lorsqu'il partit. « Hélène ?» La voix de Walt était calme. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, la main posée sur le dossier de sa chaise, et elle sentit la tension dans sa poigne. « Il y a 2 maisons. » Hélène hocha lentement la tête. 2 maisons de leur rue étaient impliquées dans toute cette histoire. La maison des Anderson, avec ses livraisons de colis tard dans la nuit. Le garage Callaway, avec ses clients de minuit et ses sacs de sport. 2 opérations parallèles, distantes de moins de 200 mètres, et entre elles, en plein milieu, se trouvait le 26 Meadow Lane, la maison des Garza, celle dont la terrasse arrière donnait sur l'entrée latérale des Anderson, celle dont les fenêtres latérales donnaient sur le garage Callaway, celle qui était méthodiquement fouillée par une silhouette encapuchonnée qui connaissait le loquet du portail, la serrure, l'emplacement. Les Garza n'étaient pas seulement des témoins gênants, ils représentaient une impasse, la seule propriété dont le champ de vision englobait les 2 opérations. Et quelqu'un avait tout fait pour dissimuler ce champ de vision. « Il faut aller à la police », dit Walt. « On y est allé », se souvient Hélène. « L'agent Kendall m'a dit que mon cambrioleur cherchait un chat. » C'était avant. Maintenant, on a plus d'éléments. Des plaques d'immatriculation, des vidéos, des empreintes. On a des images de voitures qui se garent et de gens qui marchent. On a des cartons qui pourraient contenir n'importe quoi. On a vu une femme avec un sac de sport au garage, Walt. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Il s'assit sur le bord du lit, se frottant le genou comme il le faisait quand le temps allait changer. Est-ce que ça a de l'importance ? Il y a quelque chose qui cloche. On le sait tous les deux. C'est important, parce que si on y va avec des soupçons et une vidéo floue, ils vont nous donner une autre brochure. Je me fiche des brochures. Hélène retira ses lunettes et porta ses doigts à ses yeux. Je veux savoir ce qu'il y a dans ces cartons. Je veux savoir ce qu'il y a dans ce sac de sport. Je veux savoir pourquoi Dolores Callaway est debout en pleine nuit à faire quelque chose qu'elle ne veut pas que l'on voie. Walt resta silencieux un long moment, puis demanda « Tu veux y retourner ?» Ce n'était pas une question. Hélène le regarda. « Pas à la maison, pas tant que je pense être parti. Mais il y a un moyen d'avoir une meilleure vue du garage des Callaway sans que personne ne le sache. » Elle ouvrit une image satellite de Meadow Lane sur son ordinateur portable et montra du doigt. L'allée entre les maisons des DeLuca et des Anderson passait derrière leur propriété et rejoignait un chemin de service utilisé par la ville pour les camions poubelles et l'accès au réseau. De l'endroit précis de cette allée, on pouvait voir directement dans le jardin des Callaway, dans le garage, par la porte, partout. « Je pourrais y installer une caméra ?» dit Hélène. Une petite, à pile. Je la fixerai avec du ruban adhésif à un poteau de la clôture près de la limite de propriété des Anderson. Personne ne passe par là la nuit. Personne ne la verrait. Personne, à part ceux qui l'empruntent déjà, dit Walt. Hélène marqua une pause. Elle avait raison. L'allée faisait probablement partie du trajet. La silhouette encapuchonnée, les visiteurs de minuit, devaient bien accéder à l'entrée latérale des Anderson par quelque part, et l'allée était le chemin le plus logique. « Alors on installera en journée, » dit Hélène. « Demain matin, j'irai seule. 10 minutes aller-retour. Je serai une vieille dame qui vérifie ses hortensias parce que j'ai oublié de programmer l'arrosage automatique avant les vacances. Personne ne conteste ça. Personne ne conteste ça parce que c'est absurde. Personne ne conteste ça parce que je suis invisible, corrigea Hélène. C'est bien le but, Walt.
Il la fixa du regard. Il secoua la tête, non pour refuser, mais avec cette humble et profonde admiration d'un homme marié à cette femme depuis près de 50 ans et qui n'avait jamais eu gain de cause lorsqu'elle utilisait ce ton. « Je te conduis, dit-il, et je t'attends dans la voiture. »« D'accord. Et prends le téléphone d'urgence. »« D'accord. Et si quoi que ce soit te paraît suspect, même de loin, pars. »« Walt, promets-le-moi. » Elle tendit la main par-dessus l'espace entre les lits et prit la sienne. Ses doigts étaient épais et rugueux, ses articulations gonflées par des années de travail en usine et de construction de terrasses, mais sa poigne restait ferme. « Toujours sûr, je te le promets, » dit-elle. « Avant de continuer, je voudrais te poser une question. Que ferais-tu si tu étais Hélène ? Vous en avez assez vu pour savoir que quelque chose cloche. La police ne vous sera d'aucune aide. Vos voisins sont peut-être impliqués, et votre seul atout est que tout le monde vous prend pour une vieille dame inoffensive en vacances. Continueriez-vous à chercher ? Partiriez-vous ? Dites-le-moi dans les commentaires. Le lendemain matin, Hélène remonta Meadow Lane dans sa Taurus, tandis que Walt attendait au coin de Birch et Elm, le moteur tournant au ralenti, les yeux rivés sur les rétroviseurs. Elle s'habilla soigneusement, gants de jardinage, chapeau à large bord malgré la fraîcheur de novembre, et un arroseur automatique acheté au magasin à $1. La caméra était dans la poche de sa veste. Fonctionnant sur pile, de la taille d'un jeu de cartes, avec un dos adhésif et une autonomie de 72 heures, elle gara sa voiture dans la rue derrière Meadow Lane, emprunta l'entrée de la voie de service et s'engagea dans l'allée. C'était plus étroit qu'elle ne s'en souvenait. Des grillages de chaque côté, envahis par des ronces mortes et jonchés d'objets que les gens entreposaient derrière leur maison pour ne pas être vus de devant. Un vieux barbecue, des piles de caisses en plastique, une balançoire d'enfant cassée qui n'avait pas servi depuis des années. Hélène avançait lentement, l'arroseur à la main, l'air d'une grand-mère qui s'était égarée. Son regard était vif. La clôture des Anderson était en bois, haute de près de 2 mètres, avec un portail dont la poignée était encore marquée de griffures. À travers les interstices, elle aperçut l'entrée latérale de la maison. Le portail était fermé, mais un chemin de terre avait été creusé dans l'herbe, menant du portail à la porte. Non pas un chemin tracé par l'usure du temps, mais par le passage nocturne. Elle continua de marcher jusqu'au poteau de clôture où se rejoignaient les propriétés Anderson et DeLuca. Là, l'angle de vue s'ouvrit. Elle pouvait voir à travers le jardin des Anderson, par l'étroit passage entre les maisons et directement dans le jardin des Calloway. Le garage était pile dans son champ de vision, la fenêtre arrière visible et la porte latérale donnant sur l'allée. Hélène retira le film protecteur de la fixation de la caméra, l'appuya fermement contre le poteau de clôture à une hauteur qui serait cachée par les vignes mortes qui poussaient le long de la lisse supérieure et pointa l'objectif vers le garage des Calloway. Elle appuya sur le bouton « Marche/Arrêt ». Le petit voyant vert clignota une fois, puis s'éteignit. 72 heures, c'était tout ce que la caméra pouvait lui offrir. 3 nuits d'enregistrement sous un angle qu'aucune autre caméra ne pouvait égaler. 8 minutes plus tard, elle était de retour dans la voiture. « Alors ?» demanda Walt. « Ça va », répondit Hélène. Elle retira ses gants de jardinage et remarqua que ses mains tremblaient à nouveau. Non pas à cause du froid, ni de l'âge, mais parce qu'elle venait d'installer une caméra de surveillance dans une allée fréquentée par des gens qui souhaitaient rester discrets. « Ramène-moi au motel », dit-elle. « Je dois visionner les images de la nuit dernière. » Ils roulèrent en silence. Walt ne posa plus de questions, et Hélène lui en fut reconnaissante. Elle avait besoin de réfléchir, car quelque chose la tracassait depuis qu'elle avait emprunté cette allée, quelque chose qu'elle avait remarqué sans vraiment s'en rendre compte. Le chemin boueux qui menait du portail de l'allée à la porte latérale des Anderson révélait bien plus que leur maison. Il y avait un second sentier, plus discret, qui bifurquait du chemin principal et menait par une brèche dans la clôture à la maison de DeLuca. 3 maisons, pas 2. Hélène ne l'avait pas encore dit à voix haute,
Elle devait en être sûre. Mais assise sur le banc de droite, observant la réapparition du garage et du snack, elle sentit quelque chose changer en elle. Une froide lucidité qui s'insinua jusqu'à ses os et ne la quitta plus. Pendant 31 ans, elle avait vécu dans une rue qu'elle croyait connaître. Elle avait salué ses gens, accepté leurs plats cuisinés et leur avait rendu leurs emballages en plastique, et avait eu des conversations futiles sur la pluie et le beau temps et ses petits-enfants. Elle se fiait aux apparences, car il y en avait toujours assez. La surface se détachait peu à peu, et ce qui se cachait en dessous était quelque chose qu'Hélène Garza n'aurait jamais imaginé. De retour au motel, elle visionna les enregistrements des 4 chambres de la nuit précédente. La maison des Anderson avait reçu son visiteur habituel à minuit, un SUV sombre, 2 personnes et 4 cartons. Dans le garage des Calloway, l'activité avait commencé à minuit 41, plus tôt que la nuit précédente, selon le même schéma. Les lumières étaient allumées. Dolores entra dans le garage. Le visiteur, cette fois-ci dans une autre voiture, arriva 12 minutes plus tard. Un sac de sport à l'intérieur, un autre sac de sport à l'extérieur, un briquet. Mais Hélène cherchait maintenant quelque chose de nouveau. Elle alluma la caméra située près du portail latéral des Garza, celui qui enjambait l'étroit passage entre leur maison et celle des De Luca, juste à côté. La plupart des nuits, la caméra n'avait rien capturé d'autre que des ombres et, de temps à autre, un raton laveur. Hélène avait presque cessé de visionner les enregistrements. Elle revint aux 3 dernières nuits, faisant défiler lentement les images. 7e nuit, rien. 8e nuit, rien. 9e nuit, 2h15 du matin. Un mouvement dans le jardin des De Luca, ni le long de la clôture, ni près du portail. Plus loin, sur le parking, près du coin arrière de la maison, là où la fenêtre du sous-sol était au niveau du sol. Une silhouette accroupie près de la fenêtre. Pas la silhouette encapuchonnée qu'elle commençait à reconnaître, mais quelqu'un de plus petit, de plus rapide. Cette personne souleva la fenêtre, qui s'entr'ouvrit, visiblement déverrouillée de l'intérieur, et tendit quelque chose à quelqu'un en bas. Puis elle referma la fenêtre et disparut dans l'allée. L'opération dura 1 minute et demie. Hélène le répéta encore et encore, pour la 4e fois. La maison des De Luca possédait un sous-sol que Frank De Luca prétendait avoir transformé en salle de sport 3 ans auparavant. Il en avait parlé lors d'un marché aux puces. Personne n'avait jamais été invité à le visiter. 3 maisons, 3 opérations distinctes, toutes opérant à moins de 200 mètres les unes des autres, toutes utilisant la même allée pour y accéder et toutes actives durant le même court laps de temps nocturne. Et au centre de tout cela, sombre et déserte, se trouvait le 26 Meadow Lane, la maison des Garza, la propriété qui reliait les lignes de mire. Le seul endroit d'où, depuis la véranda ou par la fenêtre latérale, on pouvait les apercevoir toutes les 3, n'importe quelle nuit. Hélène comprit alors pourquoi quelqu'un fouillait leur maison. Ce n'était pas un plan de pré-braquage, mais une évaluation des risques. Quelqu'un avait déterminé ce que les Garza pouvaient voir, si les vieux représentaient une menace, et comment la neutraliser, le cas échéant. La stratégie des vacances, les valises vides, les adieux bruyants, ça a marché. Dans la rue, on croyait les Garza partis, et en leur absence, l'opération s'est intensifiée. Plus de voitures, plus de cartons, plus de visiteurs, comme si un barrage avait cédé, comme si le seul lien qui maintenait le tout en place était un homme de 73 ans avec un genou cassé et une femme de 71 ans avec des hortensias. Hélène ferma son ordinateur portable et s'assit très discrètement. « C'est grave ?» demanda Walt depuis l'autre lit. « Et Frank est impliqué. » Walt ne répondit pas tout de suite. Frank De Luca, l'homme qu'il connaissait depuis 26 ans, celui qui avait aidé Walt à refaire le toit du garage en 2009, celui qui apportait des tomates de son jardin chaque mois d'août et qui s'enquérait toujours des filles. « Tu es sûr ?» Hélène tourna l'ordinateur portable vers lui et projeta l'enregistrement sur la fenêtre du sous-sol. Walt le regarda 2 fois. Puis il se leva, alla à la salle de bain, se passa de l'eau froide au visage et revint.
Ses yeux étaient rouges, et Hélène ne savait pas si c'était à cause de l'eau ou d'autre chose. « Alors, quel est le plan ?» demanda-t-il. Sa voix avait changé. Fini le mari réticent qui s'était contenté des soupçons de sa femme. À sa place, il y avait quelqu'un de plus ancien, quelqu'un qui savait encore analyser une situation et agir. Le soldat qui n'est jamais parti. « Encore 3 jours de tournage, » dit Hélène. « La caméra de l'allée nous donnera une image du garage Callaway. On analyse tout, on relie les événements, on reconstitue le tableau. Voiture, personnalité, fréquence, habitude. Quand on aura suffisamment de preuves, pas de simples soupçons mais des documents, on ira voir la police, pas l'agent Kendall, mais un supérieur. Et si quelque chose arrive avant ?» Hélène le regarda comme pour demander « Quoi ?» Par exemple, que quelqu'un découvre les caméras. Par exemple, que quelqu'un vienne chez nous et trouve le matériel. Par exemple, que l'un de ces individus décide qu'un couple de personnes âgées en vacances est une affaire inachevée. La chambre de motel sembla soudain plus petite. Le bourdonnement de l'autoroute au loin, le vrombissement du chauffage sous la fenêtre, le cliquetis lointain du garage de pneus voisin, tout cela lui pesait lourdement. « On trouvera une solution, » dit Hélène, « comme on a toujours trouvé une solution. Ensemble. » Walt la regarda longuement dans les yeux. Puis il hocha la tête et s'assit à côté d'elle. « Montre-moi comment utiliser les horodatage, » dit-il. « Si on y arrive, je ne serai plus qu'un simple chauffeur. » Ils travaillèrent tout l'après-midi et toute la soirée, côte à côte sur le lit du motel, 2 ordinateurs portables ouverts à visionner les enregistrements ensemble. Une fois le système compris, Walt fit preuve d'une méthode étonnamment rigoureuse. Son expérience à l'usine lui avait appris à repérer les répétitions, à percevoir le rythme du processus. Elle commença à remarquer des schémas dans les arrivées des voitures qu'Hélène avait manquées, constatant que certaines arrivaient toujours à quelques minutes d'intervalle, ce qui suggérait une coordination. À 22h ce soir-là, elles avaient un mur. Non pas un mur physique, le motel n'en avait pas, mais un mur numérique. Hélène créa un tableur. Les dates en haut, les maisons sur les côtés. Anderson, Callaway, DeLuca. Chaque cellule était remplie d'horodatage, de descriptions de véhicules et de notes d'activité, codées par couleur et avec des renvois aussi clairs et précises que n'importe quel registre qu'elle avait jamais tenu. Le schéma était indéniable. 3 opérations distinctes, menées selon un calendrier coordonné, avec des rotations pour éviter les chevauchements, utilisant la même allée d'accès, et toutes s'étant intensifiées depuis le départ de Garza. Walt se rassit et se frotta les yeux. « On en a assez. »« Presque, » dit Hélène. « Encore une nuit d'enregistrement de l'allée. S'il confirme l'activité à l'intérieur du garage Callaway, on aura une vision complète. 3 maisons, 3 éléments de preuve, 3 occasions pour la police de faire le lien avec quelque chose dans leur système. Et ensuite on sera de retour de vacances. » Cette nuit-là, Hélène ne put fermer l'œil. Allongée dans le noir, elle écoutait la respiration de Walt, régulière et profonde, celle d'un homme capable de dormir dans n'importe quelle condition grâce à son entraînement pendant la guerre. Le plafond du motel était fissuré, du luminaire jusqu'au coin. Hélène regarda autour d'elle, pensant « 31 ans sur Meadow Lane ». Elle repensa au jour de leur emménagement, Walt portant des cartons et leur fille aînée, Maria, alors âgée de 6 ans, courant en rond dans le salon vide. Elle repensa au pique-nique du quartier, au Noël illuminé dans chaque maison, à la façon dont toute la rue se réunissait pour le 4 juillet et comment Walt tirait des feux d'artifice dans l'impasse, tandis que Frank DeLuca se plaignait du bruit avant de tirer les siens. Elle repensa à Dolores Callaway apportant une tarte lors du décès de sa mère, à Pete Anderson prêtant son camion pour le déménagement de Maria dans sa résidence universitaire, à toutes ces années de simple gentillesse qui avaient transformé la rue en une véritable communauté. Et elle songea à la façon dont tout, chaque vague, chaque plat en cocotte, chaque outil emprunté, existait au-dessus de quelque chose qu'elle ne voyait jamais, non pas parce que cela n'était pas là, mais parce qu'il était 2 heures du matin
et qu'elle ne regardait pas. Le téléphone d'Hélène vibra, le détecteur de mouvement se déclencha. Elle le prit, s'attendant à l'habituel, une voiture, une silhouette, des cartons. Au lieu de cela, l'écran afficha quelque chose qui la fit se redresser si brusquement qu'elle laissa tomber son téléphone du lit et dut ramper pour le rattraper dans l'obscurité. Une pièce sur le perron, sa maison, au 26 Meadow Lane. L'image était granuleuse dans la lumière verte de la nuit, mais suffisamment nette. Une silhouette sur le perron, pas un scout encapuchonné, quelqu'un de nouveau, plus âgé, qui se déplaçait différemment, avec moins de précaution. Cette personne versait quelque chose sur la porte d'entrée. Les mains d'Hélène s'engourdirent. Elle observa la silhouette reculer, plonger la main dans sa poche et en sortir une petite flamme vive. « Un briquet, Walt », dit-elle. Sa voix était inhabituelle. « Walt, réveille-toi !» Il était là en quelques secondes, ayant perçu son ton avant même de lire l'écran. Ensemble, ils regardèrent la silhouette tenir la flamme au pied de la porte. Le liquide s'enflamma instantanément, une flamme orange vif que la caméra de vision nocturne capta dans d'horribles nuances de blanc. Leur maison brûlait. Walt attrapa ses clés de voiture. Hélène prit ses 2 ordinateurs portables et son carnet. Ils étaient dehors en 45 secondes. Mais Hélène savait, même en traversant le parking du motel en pantoufles, qu'une fois arrivée à Meadow Lane, tout cela n'aurait plus d'importance. L'incendie n'était pas un accident. Ce n'était pas un accident. C'était un message, et il était clair. Quelqu'un sur Meadow Lane savait que les Garza les observaient et voulait s'assurer qu'il n'y avait plus rien à voir. Ils l'ont senti 3 rues plus loin sur Meadow Lane avant de l'apercevoir. L'air a changé, prenant ce goût chimique aigre qui vous prend à la gorge et persiste. Walt a roulé plus vite qu'il n'aurait dû, a grillé le stop sur Elm et s'est engagé sur le parking de l'église. Hélène n'a pas dit un mot, absorbée par le ciel où une lueur orangée pulsait à travers les nuages bas, tel un cœur douloureux. Lorsqu'ils ont tourné sur Meadow Lane, la scène les a frappés de plein fouet. 2 camions de pompiers, une ambulance, gyrophare allumé mais sans sirène, et des voisins en peignoir et manteau se tenaient sur le trottoir d'en face, dans cet état de stupeur mêlé de calme que l'on prend lorsqu'on est réveillé par une catastrophe. Le 26 Meadow Lane, la maison où Walt avait emmené sa fille 31 ans plus tôt, celle devant laquelle Hélène plantait des hortensias chaque printemps depuis 1993, était en flammes, mais pas entièrement ravagée par les flammes. Les pompiers arrivèrent rapidement, probablement appelés par un voisin. Le porche avait disparu, un amas de bois calciné et de bardages fondus. La porte d'entrée, éteinte par la silhouette des flammes, n'était plus qu'un rectangle en feu. La fumée s'élevait des fenêtres du rez-de-chaussée en volutes épaisses et tourbillonnantes, et les pompiers l'aspergeaient de 2 jets d'eau, des arcs destructeurs, le bruit du tissu qui se déchire. Hélène ne sortit pas de la voiture. Assise sur le siège passager, ses 2 ordinateurs portables sous les bras et un carnet serré contre sa poitrine, elle regardait sa maison brûler. Walt avait arrêté la Taurus au milieu de la rue, n'ayant nulle part où aller, et il restait assis au volant, les doigts toujours crispés, les jointures blanchies, la mâchoire crispée comme s'il mâchait des mots qu'il ne pouvait prononcer. « Hydrangea » dit Hélène. Sa voix était très basse, très égale, d'une égale incongruité. Walt tendit la main et posa la sienne sur son bras. Le pompier, la main tendue, s'approcha de la voiture et leur fit signe de reculer. « Monsieur, vous ne pouvez pas vous garer ici. Il nous faut cette voie libre. C'est notre maison, » dit Walt. L'expression du pompier changea. Son ton professionnel s'adoucit, devint plus prudent. « Monsieur, pouvez-vous déplacer la voiture au bout de la rue ? Quelqu'un viendra vous parler. » Walt déplaça la voiture. Hélène ne sortit toujours pas. De leur nouvelle position au bout de l'impasse, ils pouvaient voir toute la rue. La maison des Anderson, sombre et immobile. La maison des Callaway, où Dolores se tenait sur la pelouse, en robe de chambre matelassée, les bras croisés, observant l'incendie avec une expression qu'Hélène ne pouvait déchiffrer de cette distance. La maison des DeLuca, où la porte d'entrée de Frank était éclairée,
mais Franck lui-même était introuvable. Et entre elles, la maison des Garza, qui agonisait en cette nuit de novembre. 20 minutes plus tard, un enquêteur des incendies nommé Reyes les trouva. Une femme d'une trentaine d'années, petite et fatiguée, un bloc-notes à la main, témoin de bien des nuits noires, posa les questions habituelles. « Quand êtes-vous parti ? Quand avez-vous vérifié la maison pour la dernière fois ? Y avait-il des problèmes électriques ? Des travaux ont-ils été effectués récemment ?» Walt répondit par une histoire apprise par cœur. « Sarasota, il y a 2 semaines. Ils sont partis samedi. Tout allait bien à leur départ. Non, aucun problème électrique, aucun chantier, rien d'inhabituel. » Hélène ne dit rien. Elle tenait les carnets et le bloc-notes à la main et laissa Walt parler pendant qu'elle faisait des calculs mentaux. L'incendie s'est déclaré vers 2h14. Les pompiers étaient déjà sur place à leur arrivée à 2h31. Cela signifiait que quelqu'un avait appelé quelques minutes plus tard. « Qui a appelé ?» demanda Hélène, coupant la parole à Walt. Reyes consulta ses notes. « Appel anonyme sur portable à 2h17. » 3 minutes. L'incendie avait commencé à 2h14. Quelqu'un avait appelé à 2h17. Ce n'était pas un voisin, réveillé par l'odeur de fumée et manipulant son téléphone. C'était quelqu'un déjà réveillé, qui observait déjà, qui savait déjà que le feu approchait. Hélène s'en souvint et n'ajouta rien. À 4 heures du matin, l'incendie était éteint. Les dégâts étaient concentrés à l'avant de la maison. Le porche était détruit. Le salon était ravagé par les flammes. La fumée et l'eau avaient endommagé une grande partie du rez-de-chaussée. Mais l'arrière de la maison, la cuisine, les chambres à l'étage, la terrasse donnant sur l'entrée latérale des Anderson, tout était intact. Les pièces aussi. Le nichoir d'Hélène sur le porche avait disparu, fondu dans les décombres. Mais la caméra du portail latéral, celle du jardin et celle de la rue, installée sous l'avant-toit du garage, étaient toutes intactes. Plus important encore, les images étaient enregistrées dans le cloud, chaque seconde de chaque nuit. Sauvegarde automatique sur un serveur à l'abri des flammes. Reyes leur a expliqué que la maison devrait faire l'objet d'une inspection structurelle avant que quiconque puisse emménager. Il leur a donné une carte, des informations sur leur assurance, des coordonnées pour trouver un hébergement d'urgence et des services d'aide aux victimes. Le forfait standard pour ceux qui venaient de perdre une partie de leur vie. « Nous logerons au Comfort Lodge, rue Birch, » dit Hélène, « chambre 112. » Reyes prit note sans un mot. Ils retournèrent au motel en silence. Le soleil commençait à peine à se lever, pâle et gris à travers les nuages de novembre, et le garage de pneus voisin était encore ouvert. Hélène prit les ordinateurs portables, les posa sur le lit et alluma celui connecté aux caméras. Elle visionna d'abord les images de la véranda, capturées par la caméra située près du nichoir. L'enregistrement était intact jusqu'à ce que le feu atteigne le boîtier de la caméra. 2 minutes et 14 secondes de vidéo, montrant exactement ce qu'Hélène avait vu sur son téléphone. Une silhouette s'approcha. Un liquide coulait, un briquet, une flamme ardente, puis, quelques secondes avant que l'écran de la caméra ne s'éteigne, quelque chose qu'Hélène n'avait pas remarqué sur le petit écran de son téléphone. La silhouette se tourna légèrement, juste assez pour que la vision nocturne capture le côté gauche de son visage. Hélène figea l'image. Walt se pencha en avant. L'image était granuleuse, verdâtre, déformée par la chaleur qui altérait déjà l'air entre la caméra et la porte. Mais on distinguait la ligne d'une mâchoire, la forme d'une oreille, une tache de peau plus claire sur le cou qui pouvait être une cicatrice ou un grain de beauté. Hélène ne reconnut pas le visage, mais elle enregistra l'image, l'agrandit au maximum et la plaça à côté de toutes les autres photos qu'elle avait prises ces 11 derniers jours. Elle téléchargea ensuite simultanément la vidéo de la caméra donnant sur la rue. Cette caméra, offrant un champ de vision plus large et placée plus haut, sous l'avant-toit du garage, avait filmé l'arrivée de la personne. Celle-ci était arrivée à pied et non en voiture. Elle venait de la ruelle entre les propriétés de Luca et Anderson, la même ruelle où Hélène avait installé sa 5e caméra 2 jours auparavant. La personne marchait d'un pas décidé, sans hésiter.
Elle traversa le jardin des Garza, se dirigea directement vers le porche, fit ce qu'elle cherchait, puis repartit par où elle était venue. Elle était restée moins de 2 minutes sur la propriété. Mais voici ce qui fit retenir son souffle à Hélène. Alors que la personne se retirait vers la ruelle, la caméra de rue capta un mouvement à l'extrémité du cadre. Une deuxième personne se tenait à l'entrée de la ruelle, partiellement cachée par une clôture. Elle ne bougea pas, elle n'aida pas, elle se contenta de regarder. Une spectatrice. Et cette personne ne portait pas de capuche. La caméra capta son visage tout entier. Hélène la reconnut immédiatement. Dolores Callaway, la femme qui avait apporté une tarte à la mort de sa mère. Celle qui se souvenait de tous les anniversaires du quartier, l'institutrice documentaliste à la retraite qui se couchait à 21h30 en se plaignant du bruit, se tenait là, dans la ruelle, à 2h du matin, à regarder la maison d'Hélène brûler. Hélène fixa l'écran longuement, le temps que Walt cesse de regarder l'image et la regarde elle. « Hélène ? » ?»« Je vois, » dit-elle. « Que veux-tu faire ?» Elle ferma son ordinateur portable, lentement, délibérément, comme elle fermait les comptes à la fin de l'exercice, une fois tous les chiffres additionnés et plus rien à vérifier. « Je veux finir ce que j'ai commencé, » dit-elle. « Et ensuite, je veux réduire leur monde en cendres par la peur, comme ils ont réduit le nôtre en cendres. Sauf que j'utiliserai des documents au lieu d'un briquet. » Walt faillit esquisser un sourire. C'était une vision sinistre, plus proche de la plaisanterie que de la plaisanterie, mais elle était là. Ils passèrent le reste de la journée à monter un dossier. Pas pour la police, pas encore. Hélène avait retenu la leçon avec l'agent Kendall et sa brochure. Elle ne retournerait pas auprès de quelqu'un qui risquait de l'ignorer. Elle allait voir quelqu'un qui ne le pouvait pas. Hélène avait une nièce, Claudia Reyes Torres. Aucun lien de parenté avec l'enquêteur spécialisé dans les incendies criminels, même si l'utilisation des mêmes pronoms était une coïncidence qu'Hélène jugeait sinistre. Claudia était substitut du procureur. Elle s'occupait de fraude et de blanchiment d'argent, des affaires qui se perdaient dans des tableaux et des dossiers, des affaires qu'Hélène comprenait au fond d'elle-même. Hélène n'avait pas parlé à Claudia depuis près d'1 an. La famille, c'est compliqué. Après que ses filles eurent grandi et quitté le nid, la famille élargie d'Hélène s'était réduite comme peau de chagrin, comme c'est souvent le cas lorsque la distance et le temps font leur œuvre silencieuse. Mais Claudia avait toujours respecté Hélène. Lors d'un dîner de Thanksgiving il y a des années, il avait confié à Hélène qu'il avait l'esprit d'un enquêteur dans le corps d'un comptable. Hélène trouva le numéro de Claudia dans son téléphone et le regarda un instant. Puis, elle composa un numéro. Claudia répondit au 3e appel. « Tante Hélène, tout va bien ?»« Non, » répondit Hélène, « mais ça ira. J'ai besoin de ton aide. » Il raconta tout à Claudia. Pas la version émouvante, pas celle où elle était une vieille femme apeurée dont la maison avait brûlé, mais la version professionnelle. Date, heure, plaque d'immatriculation, documents commerciaux, titres de propriété. Les enregistrements des caméras de surveillance stockés dans le cloud avec des horodatages inaltérables. Il parla pendant 47 minutes. Claudia ne l'interrompit jamais. Quand Hélène eut terminé, un silence s'installa quelques secondes. « Tante Hélène ?» demanda Claudia. « Votre dossier préliminaire est bien meilleur que celui de la moitié des enquêteurs de mon bureau. Je suis comptable depuis 34 ans. Les chiffres ne mentent pas, à condition de savoir les interpréter. Pouvez-vous m'envoyer la vidéo sous peu ? Je peux vous donner accès au cloud dans 5 minutes. Faites-le, tante Hélène. Et ne retournez pas dans cette rue. Ne parlez à aucun voisin. N'entreprenez rien avant d'avoir de mes nouvelles. Combien de temps ? Donnez-moi 48 heures. » Hélène raccrocha et partagea la connexion cloud. Puis elle se laissa aller dans son fauteuil de motel et se permit de ressentir, ne serait-ce qu'un instant, le poids de ce qui s'était passé. Sa maison, ses hortensias, la terrasse que Walt avait aménagée, les marques de la taille de Maria sur l'encadrement de la porte de la cuisine. 31 ans de vie, dont une partie n'est plus que fumée, cendres et dégâts des eaux.
Elle avait dit à Walt qu'elle voulait réduire leur monde en cendres sous une montagne de paperasse, et elle le pensait vraiment. Mais sous sa détermination, sous la précision de la comptable et la force d'une femme de soldat, se cachait une douleur simple, ordinaire, pour une maison profanée par des gens qui elle avait confiance. Walt s'assit près d'elle et ne dit rien. Il passa simplement son bras autour de ses épaules et la laissa s'appuyer contre lui. Ils restèrent ainsi longtemps, deux vieux hommes dans une chambre de motel qui sentait la javel, enlacés tandis que le monde extérieur continuait de tourner, indifférent. 48 heures s'écoulèrent lentement. Hélène a visionné toutes les vidéos en sa possession, les classant chronologiquement et annotant chaque séquence avec des détails qui faciliteraient le travail du procureur. Elle a établi des chronologies pour chaque maison, Anderson, Callaway, DeLuca. 3 activités parallèles qui, mises en parallèle, révélaient une opération coordonnée, d'une régularité implacable. La caméra de l'allée, fixée sur un poteau de la clôture, continuait d'enregistrer. Sa batterie, d'une autonomie de 72 heures, allait s'épuiser dans la soirée, mais la vidéo déjà enregistrée était déjà stockée dans le cloud. Hélène l'a visionnée et a trouvé exactement ce qu'elle espérait. Le garage des Callaway, à l'arrière. La caméra avait filmé la vitre arrière, dont l'intérieur était recouvert de papier foncé, mais pas entièrement. Une fente au bord inférieur laissait filtrer un mince rayon de lumière, et à travers cette fente, la caméra capta des ombres se mouvant à l'intérieur de la silhouette. Les contours de ce qui semblait être du matériel, anguleux, carré, pas du genre qu'on range dans un garage résidentiel. Plus important encore, la caméra avait enregistré des mouvements pendant 2 nuits. 9 personnes entraient dans le garage Callaway par la porte arrière, toujours par l'allée, toujours entre minuit et 3 heures du matin. 4 d'entre elles apparaissaient également sur la vidéo filmée chez les Anderson. 2 autres apparaissaient sur la vidéo filmée par la fenêtre du sous-sol des DeLuca. Un point de convergence, des employés se déplaçant entre les 3 maisons. Un réseau unifié opérant depuis plusieurs endroits d'une même rue résidentielle. Walt, qui visionnait la vidéo des DeLuca, appela Hélène. « Regarde ça !» Il avait découvert quelque chose qui lui avait échappé. La 10e nuit, après l'échange habituel à la fenêtre du sous-sol, l'homme qui s'était partagé les biens s'attarda dans le jardin des DeLuca. Au lieu de retourner immédiatement à l'allée, il s'arrêta près de la clôture et sonna à la porte. La caméra était trop loin pour capter le son, mais elle capta la lueur de l'écran du téléphone qui éclairait le visage de l'homme. Tommy DeLuca, le neveu de Frank, avait 28 ans. Hélène l'avait rencontré 2 fois seulement, les 2 fois au barbecue du 4 juillet chez Frank. Un type discret, à l'énergie nerveuse, le genre d'homme qui souriait trop largement et riait trop tard. « La famille de Frank est dans le pétrin, » dit Walt. « C'est Frank qui est dans le pétrin, » le corrigea Hélène. « On ne monte pas une affaire depuis le sous-sol de quelqu'un sans connaître le propriétaire. La fenêtre s'ouvre de l'intérieur, Walt. Quelqu'un dans cette maison l'a ouverte. » Walt se rassit. Son visage affichait le calme rare de quelqu'un qui assimile quelque chose qu'il refuse d'accepter. Frank DeLuca, celui qui l'avait aidé à monter les bardeaux dans l'escalier. Frank DeLuca, celui qui avait offert à Maria son premier emploi d'été, arroser son jardin, alors qu'elle n'avait que 12 ans. « Je repense sans cesse aux tomates, » dit Walt d'une voix douce. « Chaque année, en août, je n'en rate jamais une. » Hélène posa sa main sur la sienne. « Je sais. » Le soir du 12, Claudia l'appela. « Tante Hélène, écoute bien. » Hélène s'assit. Walt s'approcha. « J'ai remis tes cassettes vidéo et tes documents à la brigade des stupéfiants du comté. Ils enquêtaient sur un réseau de distribution opérant depuis des maisons dans 3 quartiers différents, vendant des biens volés, principalement des appareils électroniques et des médicaments. Ils ont identifié 2 des 3 réseaux, mais ils n'ont pas pu trouver le 3e. » Claudia marqua une pause. « Votre rue est le 3e nœud. » Hélène serra le téléphone. L'équipe spéciale essayait de cartographier l'opération de Meadow Lane depuis 4 mois. Ils en avaient connaissance grâce à des communications interceptées, mais ils n'y avaient pas accès. Les maisons impliquées dans l'opération se trouvent dans une impasse avec peu d'accès, et les responsables étaient très attentifs à la surveillance extérieure.
Ils étaient également attentifs à la surveillance intérieure, ajouta Hélène. Ils nous observaient, ils exploraient les environs. Cela correspond aux conclusions de l'équipe spéciale. Le protocole de sécurité de l'opération comprenait la surveillance des habitudes des voisins. Votre maison a été signalée comme présentant un risque majeur de surveillance en raison de sa position stratégique. Hélène sentit un frisson froid, sans lien avec le chauffage insuffisant du motel. « L'incendie ?» dit-elle. « L'équipe d'intervention pense qu'il a été commandité par quelqu'un qui coordonnait les opérations dans les 3 maisons. Vos vacances ont permis d'intensifier les opérations, mais les caméras, si elles avaient été visionnées, auraient déclenché une intervention de confinement. Brûler notre maison, c'est une intervention de confinement ? Dans leur monde, oui. Détruire le point d'observation, éliminer les preuves, créer suffisamment de chaos pour que, même si vous soupçonniez quelque chose, vous soyez trop occupé avec l'assurance et la reconstruction pour continuer. Hélène regarda Walt. Il avait la mâchoire serrée. Le policier se retourna. « Que fait-on maintenant » demanda Hélène. « L'équipe d'intervention est sur place. Ils veulent perquisitionner les 3 maisons simultanément au cours des prochaines 72 heures. Ils se coordonneront avec le bureau du chef des pompiers concernant l'enquête sur l'incendie. Et Hélène, vos images sont non seulement utiles, mais elles sont essentielles à cette affaire. Heure d'identification, identification des véhicules, déplacement des personnes entre les propriétés. Vous avez reconstitué leurs itinéraires. « J'ai tenu un registre », répondit Hélène. « C'est tout ce que je savais faire. »« Une dernière chose », ajouta Claudia. « Ils ont besoin que vous restiez à l'écart de Meadow Lane jusqu'à l'émission des mandats. Aucun contact avec les voisins. Ne récupérez pas la caméra dans l'allée. Rien qui puisse révéler l'opération. Et notre maison ? L'inspection structurelle a autorisé un accès limité, mais le groupe de travail vous demande d'attendre. Si quelqu'un vous voit revenir avant l'émission des mandats, il pourrait compromettre le délai. » Hélène acquiesça. Elle raccrocha et transmit le message à Walt, qui écouta attentivement, comme il avait écouté les briefings des décennies auparavant. Quand elle eut terminé, il hocha la tête. 72 heures, 72 heures. Il se leva, alla à la fenêtre et regarda le parking, le garage, la sandwicherie. Des gens ordinaires, vacants à leurs occupations. « Vous savez ce qui m'étonne ?» dit-il. « Ni l'incendie, ni le meurtre. C'est qu'ils aient fait tout ça avec le sourire. Dolores et ses tartes, Franck et ses tomates. Ils étaient assis à notre table, nous serrant la main, et ce, juste sous notre nez. Ils comptaient sur notre inattention, dit Hélène. Ils se sont trompés. » Elle se détourna de la fenêtre. « Quand tout sera fini, quand les mandats seront émis, les arrestations effectuées, et que nous pourrons enfin rentrer à la maison, qu'est-ce qu'on va faire ?» pensa Hélène. Elle y réfléchit vraiment, comme elle réfléchissait à ces colonnes qui ne collaient pas, ces chiffres qui murmuraient quand on les laissait se taire. « On replantera les hortensias, » dit-elle. Walt la regarda, puis il rit, un rire sincère, le premier qu'elle entendait de lui depuis le début. Ce n'était ni fort, ni long, mais c'était sincère, et cela emplissait la chambre de motel d'une manière que l'odeur de javel et le grondement de l'autoroute n'auraient jamais pu. « Les hortensias », répéta-t-il. « Ils ont brûlé le porche, pas les parterres. Les racines sont encore là, Walt. Ils repousseront au printemps. » Il traversa la pièce et l'embrassa sur le front. « 31 ans, dit-il, et tu es toujours la femme la plus forte que je connaisse. »« N'oublie pas ça, répondit-elle. Cette nuit-là, Hélène ne put fermer l'œil. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui la faisait tenir. C'était l'attente. 72 heures, 3 jours de plus dans cette chambre de motel, à regarder la vidéo qu'elle connaissait déjà par cœur, à attendre que la machine judiciaire fasse son œuvre. Lentement, méthodiquement, comme un registre vérifié ligne par ligne, elle resta allongée dans l'obscurité et pensa à Dolores Calloway, debout dans cette ruelle, observant l'incendie. Son visage ne trahissait ni horreur ni surprise, juste de l'observation. La même façon dont elle scrutait la rue depuis sa fenêtre chaque jour, répertoriant les allées et venues, notant qui était chez soi et qui était absent.
Hélène avait toujours cru que Dolores était curieuse. Il s'avérait qu'elle était bien pire. Une observatrice, peut-être depuis longtemps. Les yeux de l'opération, dissimulés derrière le parfait déguisement d'une bibliothécaire retraitée qui n'avait rien de mieux à faire que d'observer la rue. Et elle observait Hélène. Toutes ces années à tirer les rideaux, toutes ces questions anodines sur les projets de voyage et les habitudes du soir, non pas de la curiosité, mais de la collecte d'informations. Dolores avait cartographié les habitudes de Garza de la même manière qu'Hélène avait cartographié l'opération. Deux femmes dans la même rue, se regardant, chacune croyant l'autre inoffensive. La différence, c'est qu'Hélène avait raison concernant la sous-estimation et que Dolores avait tort. Hélène souriait dans l'obscurité. Non pas un sourire joyeux, mais un sourire satisfait. Le sourire d'une comptable qui avait déniché une anomalie que tous les autres avaient manquée et l'avait suivie jusqu'au bout. 3 jours. Et Meadow Lane allait alors découvrir ce qui arrive lorsqu'une femme de 71 ans, armée d'un carnet, d'un compte en ligne et forte de 47 ans d'expérience dans l'art de faire dire la vérité aux chiffres, sous-estime les faits. Les mandats sont arrivés mardi. Hélène le savait, car Claudia avait appelé à 6 h du matin, ce qui était inhabituel de sa part. Claudia avait appelé à 9 h du matin. Horaire professionnel, habitude professionnelle. Un appel à 6 h du matin signifiait que quelque chose de grave ou d'imminent s'était produit. Aujourd'hui, dit Claudia, exécution simultanée aux 3 endroits, 7 h du matin. Je voulais que tu l'apprennes en premier. Hélène se redressa dans son lit. Walt était déjà levé à côté d'elle, lisant son expression comme il l'avait fait pour la sienne depuis 47 ans. « Seront-ils en sécurité ?» demanda Hélène, parlant des policiers, de la rue, de quiconque promènerait son chien à une heure aussi inopportune un mardi matin. « Le groupe d'intervention prépare cela depuis des semaines. Tes documents leur ont fourni les itinéraires d'entrée et de sortie, les organigrammes des flux de personnel, les heures de pointe et de creux. Ils entreront dans la période de moindre activité que vous avez prévue. » Hélène nota dans son journal qu'entre 6 et 8 heures du matin, les 3 maisons étaient complètement silencieuses. Aucun arrivant, aucun partant. L'opération dormait pendant ces heures, comptant sur l'activité normale du quartier pour masquer la transition. C'était le seul moment où tout le monde était immobile, joignable et sans défense. « Et Hélène, dit Claudia, reste au motel, ne va pas à Meadow Lane. Tu sauras quand ce sera fini. » Hélène raccrocha et en informa Walt. Il s'habilla, non pas parce qu'il avait quelque part où aller, mais parce que Walter Garza n'était pas du genre à recevoir des nouvelles importantes en pyjama. Il enfila une chemise propre, la boutonna jusqu'au col et s'assit sur le bord du lit, les mains sur les genoux. « 7 heures, dit-il. Hélène jeta un coup d'œil à l'horloge sur la table de chevet. 6h23, 37 minutes. Par habitude, elle ouvrit son ordinateur portable et afficha les images de la caméra. La caméra, orientée vers la rue, montrait Meadow Lane dans la pâle lumière grise du matin. Rien ne bougeait. La maison des Anderson restait sombre derrière les rideaux. Chez les Calloway, une seule lumière était allumée dans la cuisine. La routine matinale de Dolores, le thé et le journal, comme chaque jour depuis 26 ans. La maison des DeLuca était silencieuse. 26, Meadow Lane. Leur maison semblait blessée et muette. Le porche brûlé était noirci de suie, les fenêtres condamnées. Des traces de suie grimpaient le long des boiseries comme de sombres doigts s'étirant jusqu'au premier étage. Mais la structure tenait toujours debout. Le garage était intact. La cour arrière, avec sa terrasse donnant sur l'entrée latérale des Anderson, était intacte. Hélène regardait l'écran et attendait. À 6h51, les premiers véhicules non identifiés apparurent au bout de Meadow Lane. Hélène les compta. 4 4x4 sombres, roulant en formation à une vitesse trop lente pour dépasser et trop déterminée pour des conducteurs perdus. Derrière eux, 2 voitures de police, gyrophares éteints. Ils se séparèrent proprement. 2 4x4 et une voiture de patrouille se dirigèrent vers la maison des Anderson. Un 4x4 continua vers la propriété des Calloway.
Le dernier 4x4 et la voiture de patrouille s'arrêtèrent devant la maison des De Lucas. À 6h58, Hélène serra la main de Walt. Les policiers sortirent de leur voiture. Équipés de gilets pare-balles, de tenues tactiques et munis de mandats, ils s'avancèrent simultanément vers les portes des 3 maisons. Hélène retint son souffle. 7 heures. Les coups étaient si forts qu'on les entendait même de l'autre côté de la rue, via le micro de la caméra de surveillance. 3 paires de poings sur 3 portes. Le bruit familier de l'autorité qui débarque sans prévenir. La maison des Anderson fut la première à s'ouvrir. Pas Keith Anderson. Un homme qu'Hélène ne reconnut pas, un gaillard en t-shirt et pantalon de survêtement, l'air fatigué comme s'il venait de se lever. Les policiers l'avaient déjà dépassé avant qu'ils ne comprennent ce qui se passait. La maison des De Lucas fut la deuxième à s'ouvrir. Frank en personne. Hélène le vit apparaître à la porte en robe de chambre, la même robe de flanelle bleu foncé qu'il portait chaque matin pour aller chercher le journal, depuis toujours. Il resta immobile tandis que l'agent lui présentait le mandat. Puis ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme un pont qui s'effondre, et il s'écarta. La maison des Callaway ne s'ouvrit pas. Hélène vit les agents frapper de nouveau, plus fort, se présenter, puis frapper une 3e fois. Elle aperçut la lumière de la cuisine qui filtrait encore à travers la fenêtre de devant. Dolores était là, bien sûr. 40 secondes passèrent. Puis la porte s'ouvrit et Dolores Callaway sortit sur le perron, toujours en robe de chambre matelassée, ses lunettes de lecture repoussées dans ses cheveux, une tasse de thé à la main, comme si on l'avait interrompue en plein milieu d'une phrase. Même à travers l'image granuleuse de la caméra, Hélène put lire son expression, calme, sereine. Le visage d'une femme qui s'était préparée à cette éventualité et l'avait classée dans son dossier des « pertes admissibles ». Dolores posa sa tasse de thé sur la rambarde du porche, joignit les mains et attendit que les policiers entrent chez elle. « Elle n'est pas surprise, » dit Walt. « Non, » approuva Hélène. « Elle n'est pas surprise. » Pendant les 2 heures qui suivirent, ils observèrent Meadow Lane se transformer, d'une rue tranquille et sans issue, en une scène de crime. La police scientifique arriva, la ruelle fut bouclée. Les policiers sortirent des dizaines de cartons de la maison des Anderson et les chargèrent dans une camionnette qui s'engagea dans l'allée. Du garage Callaway, ils transportèrent du matériel qu'Hélène ne put identifier sous l'angle de la caméra, des objets encombrants sur des chariots recouverts de bâches. Ils sont entrés par la porte d'entrée du sous-sol de De Lucas et non par la fenêtre cette fois-ci. Ils ont sorti des récipients en plastique transparent. Hélène en a compté 19. Des voisins sont arrivés, non pas des suspects, mais simplement des habitants des rues avoisinantes qui avaient entendu du bruit ou aperçu de la lumière. Ils se tenaient par petits groupes sur le trottoir, leur téléphone à la main, le visage figé par la perplexité de ceux qui pensaient savoir où ils habitaient. À 9h15, les 3 personnes ont été conduites dans des voitures de patrouille séparées. Hélène en reconnut 2. Keith Anderson, les mains derrière le dos et la tête baissée, marchant d'un air abattu, comme si sa société de logistique venait de subir un audit des plus rigoureux, et Tommy De Lucas, le neveu de Frank, parlant rapidement avec le policier à côté de lui, gesticulant de ses mains menottées dans le langage universel de quelqu'un qui tente d'expliquer l'inexplicable. Frank De Lucas n'était pas parmi les personnes escortées. Hélène le chercha du regard, scrutant chaque image, mais il ne réapparut pas après qu'elle eut ouvert la porte. Dolores Callaway avait quitté son domicile à 9h47, ni menotté, ni sous escorte. Il retourna à l'endroit précis sur la pelouse où, 12 jours plus tôt, il avait vu la maison de Garza brûler, et resta là, les bras croisés, observant calmement les policiers fouiller son garage avec la même imperturbable sérénité. « Pourquoi ne l'arrête-t-il pas » demanda Walt. Il y avait dans sa voix un ton qu'Hélène lui entendait rarement. « Je ne sais pas » répondit Hélène. « Pas encore. » Claudia appela à midi. « C'est terminé. 3 propriétés sont sécurisées, 14 personnes identifiées, 9 en garde à vue.
Il s'agissait d'un réseau d'achat et de redistribution de matériel électronique volé et de drogue. La marchandise provenait de la propriété de la famille Anderson, était reconditionnée ou modifiée dans le garage des Callaway, puis entreposée au sous-sol de la famille DeLuca avant d'être expédiée aux acheteurs de l'autre côté de la rue. 14 personnes, répéta Hélène. Dans notre rue. Pas tous des résidents, la plupart étaient des coursiers et des intermédiaires qui accédaient aux propriétés la nuit. Le groupe de travail estime que le réseau a écoulé plus de 2 millions de dollars de marchandises volées par Meadow Lane au cours des 18 derniers mois. Hélène accepta le chiffre. 2 millions de dollars. Elle passait devant ces maisons tous les jours, tous les soirs. Elle vivait dans le quartier depuis 30 ans. « Et Dolores Callaway ?» demanda Hélène, un silence. Elle coopère, elle fournit des informations sur la structure du réseau en échange d'une réduction de peine. Elle coopère, répéta Hélène calmement. Je sais ce que ça peut paraître, mais ces informations complètent les éléments que le groupe de travail n'a pas pu identifier seul. Elle a mis en lumière le niveau de coordination, les personnes qui ont officié au-dessus des forces de l'ordre sur le terrain. Elle a vu notre maison brûler, Claudia. Je sais. La voix de Claudia était prudente. Et l'enquête pour incendie criminel est distincte de l'opération du groupe de travail. Le service des pompiers s'en occupe indépendamment. Vos images de vidéosurveillance montrant le visage de la personne qui a déclenché l'incendie et la présence de Madame Callaway dans l'allée au moment des faits font partie de l'enquête. Sera-t-elle inculpée ? Je ne peux pas prendre cette décision. Mais, tante Hélène, vos images la placent sur les lieux de l'incendie, au moment où il a été commis. Ce n'est pas quelque chose qui peut être effacé par une simple coopération dans une autre affaire. Hélène laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir. « Pouvons-nous rentrer ?» demanda-t-elle. « Les pompiers ont quitté votre propriété, mais la façade de la maison est toujours une zone d'enquête active. L'accès se fait donc par le jardin jusqu'à la signature du certificat de fin d'enquête. Probablement une semaine de plus. On utilisera la porte de derrière, dit Hélène. On l'utilise depuis 2 semaines. On peut dire qu'on perpétue la tradition. Claudia rit. C'était le rire fatigué de quelqu'un qui avait travaillé toute la matinée sur une affaire montée par sa tante de 71 ans, mais il était sincère. « Je t'appellerai dès que j'aurai des nouvelles, » dit Claudia. Et tante Hélène, la commandante de l'équipe spéciale, m'a demandé de te donner quelque chose. Quoi ? Elle a dit qu'elle travaillait dans les forces de l'ordre depuis 22 ans et que ton dossier était le plus complet de preuves civiles qu'elle ait jamais reçues. Ses mots exacts furent « Qui que soit cette femme, elle devait être analyste. »« Dis-lui que je l'étais, » répondit Hélène. « Mais j'analysais la plomberie, pas les crimes. » Ils retournèrent à Meadow Lane. Walt fit un détour, sans doute pour leur donner le temps de se préparer à ce qu'ils allaient voir, Hélène soupçonnait-elle, et non à cause des embouteillages. Les quartiers qu'ils traversèrent étaient identiques à d'habitude, des maisons aux feuilles mortes ramassées, des vélos d'enfants sur le perron, le train-train quotidien des banlieues, indifférent au fait que, 4 rues plus loin, une rue entière avait été sans dessus-dessous. La première chose qui frappa Hélène fut l'absence. Il n'y avait pas de voiture de police. Les fourgons de la police scientifique avaient disparu. Du ruban adhésif jaune recouvrait encore le garage des Callaway et la porte d'entrée des DeLuca. Mais la rue avait été reconquise et la plupart des habitants étaient rentrés chez eux, porte verrouillée. L'immeuble de 26 étages de Meadow Lane les attendait comme un patient sur son lit d'hôpital. Endommagé mais toujours présent, transformé mais toujours debout. Walt gara la voiture et coupa le moteur. Ils restèrent un instant assis dans la voiture à contempler la façade de leur maison. Le porche avait disparu, tout simplement disparu. Là où Walt avait construit une rambarde, où Hélène avait accroché une couronne et où Maria s'asseyait pour lire les soirs d'été, un trou béant et brûlé s'étendait désormais, comme une dent manquante sur un visage familier. Les fenêtres de devant étaient recouvertes de contreplaqué. Les moulures au-dessus de la porte étaient noircies et déformées, mais la maison était toujours là. « La porte de derrière ?» dit Walt. Ils contournèrent la maison, passèrent devant le portail au loquet cassé qui avait tout déclenché,
traversèrent la cour où les parterres d'Hélène demeuraient intacts sous le paillis d'hiver et montèrent les marches menant à la terrasse que Walt avait aménagée 3 étés auparavant. Hélène caressa la rambarde du bout des doigts, robuste, sans brûlure, toujours debout. La porte de derrière s'ouvrit avec la même résistance obstinée qu'à l'accoutumée, ce léger gonflement du bois que Walt avait prévu depuis 5 ans sans jamais le faire. À l'intérieur, la cuisine était intacte, fraîche car le chauffage était coupé depuis 2 semaines, et une légère odeur de fumée s'était insidieusement infiltrée dans la maison, mais les placards jaunes étaient intacts. L'encadrement de la porte, où Maria puis Sophia avaient posé pour leurs mesures annuelles de croissance, était resté intact. Des marques de crayon, accumulées au fil des ans, racontaient tout ce qui s'était bien passé ici. Hélène traversa la cuisine pour rejoindre le couloir et s'arrêta. Le salon était la limite. Au-delà du couloir, tout avait changé. La partie avant de la maison n'était plus qu'un amas de meubles calcinés, de murs abîmés par l'eau, et portait les stigmates particuliers d'un incendie. Non seulement des dégâts, mais une véritable métamorphose. Ce qui avait été une chose était devenu autre chose. Le canapé n'était plus qu'une structure de ressort tordu. La bibliothèque était noire et squelettique. Le fauteuil de Walt, qu'il avait refusé de remplacer pendant 15 ans, malgré les supplications d'Hélène, n'était plus qu'un amas de matière fondue et de mousse carbonisée. Hélène se tenait au bord du gouffre, le regard fixé sur ce spectacle. Elle s'attendait à souffrir, elle se prépara mentalement à marcher, anticipant le choc qu'elle pressentait en découvrant l'étendue des dégâts. Mais là, dans le couloir froid de sa maison meurtrie, elle ressentit autre chose, une clarté soudaine. Le salon était meublé, la véranda était en bois, les fenêtres de la façade étaient en verre. Tout pouvait être remplacé, reconstruit, replanté. L'essentiel, les marques de croissance sur l'encadrement de la porte, les parterres aux racines dormantes, la terrasse où Walt et elle prenaient leur café chaque matin, de mai à octobre, tout était intact. Mais ce qui importait le plus, les notes, le carnet, le registre qui révélait un réseau criminel de 2 millions de dollars agissant derrière les sourires, les tomates et les gâteaux d'anniversaire, n'avaient jamais été dans la maison. Tout cela était avec Hélène, entre ses mains, dans sa tête, dans cet esprit obstiné, perspicace et calculateur que 34 années de comptabilité avaient affûté en une force que personne ne s'attendait à craindre. « C'est grave », dit Walt derrière elle en regardant dans le salon. « On peut arranger ça », répondit Hélène, et il le pensait vraiment. Les 3 semaines suivantes s'écoulèrent au rythme étrange des conséquences. Les experts de l'assurance sont arrivés, prenant des mesures, des photos et remplissant des formulaires qu'Hélène a examinés avec l'intensité de quelqu'un qui n'avait pas passé 34 ans à voir d'autres personnes se tromper dans leurs calculs pour que cela lui arrive maintenant. L'entrepreneur que Walt avait engagé, un certain Glenn, recommandé par les pompiers, a évalué les dégâts et leur a fourni un calendrier. 3 mois pour reconstruire la façade de la maison, un nouveau porche, de nouvelles fenêtres, de nouveaux murs et un nouveau plancher dans le salon. « La structure était solide, » a dit Glenn. « La charpente était bonne, ils l'ont construite solidement à l'époque. » a-t-il ajouté à Walt en touchant légèrement une poutre de soutien qui avait résisté à l'incendie sans une seule déformation. « On ne voit plus de charpente comme ça. »« Ma femme a choisi cette maison, » a dit Walt. « On ne choisit pas des choses qui se cassent facilement. » Hélène, assez proche pour entendre, ne dit rien. Mais elle fit un chèque à Glenn pour la compte, sans marchander, ce qu'elle considérait comme un compliment. Ils retournèrent à la maison 4 jours après leur retour, s'installant à l'arrière pendant la démolition et la reconstruction de la façade. C'était exigu et étrange. Ils dormaient dans la chambre d'amis, cuisinaient dans une cuisine qui sentait légèrement la fumée, malgré les efforts répétés d'Hélène pour la nettoyer, mais c'était leur maison, abîmée, diminuée, mais la leur. L'enquête pour meurtre se déroulait en arrière-plan, telle une tempête qui gronde lentement. Claudia donnait des nouvelles dès qu'elle le pouvait, ne partageant avec prudence que ce qui était public ou directement lié à Hélène et Walt, victimes des incendies. Le réseau d'achat opérait sur un périmètre de 3 pâtés de maison, Meadow Lane servant de plaque tournante.
Les marchandises volées dans les entrepôts, les quais de chargement et les commerces étaient livrés au domicile des Anderson pour y être réceptionnés, puis transférés au garage des Callaway pour le reconditionnement et les formalités administratives, et enfin stockés dans la cave de la famille DeLuca avant d'être distribués aux acheteurs dans 2 États. Il s'avéra que Keith Anderson avait été recruté par une organisation plus importante peu après avoir acheté la maison de ses parents. Son entreprise de logistique servait de couverture et l'emplacement de la maison, dans une impasse tranquille, était idéal. Les voisins étaient âgés, sédentaires et indifférents. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Tommy DeLuca recruta son oncle dans le réseau en lui proposant de prendre en charge les frais médicaux croissants de Frank en échange de l'utilisation de la cave. Frank, confronté à une opération qu'il ne pouvait se permettre et trop fier pour demander de l'aide à ses voisins, accepta. Hélène y réfléchit longuement. Frank DeLuca, montant les escaliers avec des ardoises, distribuant des tomates, souriant aux fêtes de quartier, tout en croulant sous les dettes dont il ne parlait jamais. Elle ne lui pardonnait pas, mais elle comprenait l'ampleur du gouffre dans lequel il était tombé, même si elle ne pouvait justifier les choix qu'il y avait faits. C'est à Dolores Callaway qu'Hélène pensait le plus. Claudia confirma ce qu'Hélène soupçonnait. Dolores était les yeux du réseau sur Meadow Lane. Sa position de guetteuse de rue la plus dévouée, de scrutatrice des rideaux, de gardienne des horaires, la femme qui savait toujours qui était chez elle et qui était absent, la rendait indispensable. Elle surveillait les habitudes des voisins, notait les changements d'horaire et fournissait des informations qui rendaient l'opération invisible. Elle a fait cela pendant plus de 2 ans. 2 années à distribuer des biscuits et des cartes d'anniversaire, à bavarder de la pluie et du beau temps, le tout en arrière-plan de son second objectif. Chaque conversation avec Hélène à propos des projets de vacances, des promenades du soir ou des visites des filles était une collecte de données. Chaque salutation amicale était une observation. Hélène vivait avec cette connaissance comme on vit avec un caillou dans sa chaussure. Cela ne la dérangeait pas, cela ne l'empêchait pas d'avancer. Mais elle le sentait à chaque pas, un petit rappel persistant que les apparences étaient trompeuses. Dolores n'avait pas été arrêtée. Sa coopération avec le groupe de travail lui permit de conclure un accord qui lui évita l'arrestation, bien que les termes fussent confidentiels et que Claudia ne put fournir aucun détail. L'enquête distincte sur l'incendie progressait plus lentement. L'homme surpris dans la chambre d'Hélène, en train de déclencher le feu, fut identifié comme étant Victor Solis, un entrepreneur sans lien direct avec Meadow Lane. Il avait été payé pour détruire la maison des Garza, et le groupe de travail s'efforçait de déterminer qui en avait donné l'autorisation. Hélène pensait déjà le savoir, mais elle consigna cette conviction dans son carnet, ainsi que les dates, les plaques d'immatriculation et les horodatage, et attendit que les preuves confirment son intuition. Entre-temps, elle reconstruisait non seulement la maison, mais aussi quelque chose de plus discret et d'indéfinissable. Le premier dimanche après son retour, Hélène sortit dans le jardin pour inspecter les parterres. Un incendie avait brûlé l'herbe près du porche, ne laissant qu'une tache brune et morte qui s'étendait presque jusqu'à l'allée. La chaleur avait roussi les buissons alentour et une fine couche de cendres recouvrait tout dans un rayon de 15 mètres autour de l'emplacement du porche. Mais les hortensias étaient plus loin, plantés le long de l'allée, à 6 mètres de la maison, dans des parterres qu'Hélène avait bêchés, fertilisés et entretenus pendant 30 ans. Elle s'agenouilla près d'eux, ignorant la douleur de ses genoux sur la terre froide, et secoua la cendre au pied du plan le plus proche. Les tiges étaient brunes et sèches, comme toujours en novembre. Mais sous la surface, là où ses doigts s'enfonçaient dans le paillis, le collet était ferme, ni mou ni mort, en dormance, attendant. « Elles reviendront, » dit-elle dans le vide. Elle avait passé la matinée à arranger les parterres, à balayer les cendres, à arracher les annuelles fanées, à étaler la nouvelle couche de paillis qu'elle avait demandé à l'équipe de Glenn de déposer près de l'allée. C'était un travail lent et méticuleux, de ceux qui permettaient à ses mains de faire une chose et à son esprit une autre. Madame Femme, de la maison en bas de la rue,
la seule voisine qu'Hélène n'avait pas impliquée dans l'opération, passa par là et s'arrêta. « Hélène ? Je ne savais pas que tu étais revenue. Tu es revenue il y a quelques jours. » Madame Femme regarda les fenêtres condamnées, les murs calcinés, le porche disparu. Son visage prit cette expression complexe qui apparaît lorsqu'on essaie d'exprimer sa sympathie sans dire de bêtises. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Nous avons tous été sous le choc. »« Vraiment ?» demanda Hélène, regrettant aussitôt le ton qu'elle avait employé. Madame Femme cligna des yeux. « Bien sûr, personne ne s'y attend. Et puis, la police, les arrestations, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. » Hélène adoucit sa voix. Madame Femme avait 74 ans, vivait seule depuis le décès de son mari et passait le plus clair de son temps en visioconférence avec ses petits-enfants en Californie. Si quelqu'un à Meadow Lane était à la fois totalement innocent et profondément choqué, c'était bien elle. « Je suis désolée, » dit Hélène. « Ce mois-ci a été difficile. Puis-je vous apporter quelque chose ? J'ai fait de la soupe hier. C'est trop pour une seule personne. » Hélène regarda la femme, une voisine qu'elle connaissait depuis 20 ans et à laquelle elle n'avait jamais vraiment prêté attention, qui offrait de la soupe par ce froid de novembre à une femme dont la maison avait brûlé et dont la confiance avait été brisée. « C'est si simple, si banal. Une soupe me ferait du bien, » dit Hélène. « Merci. » Madame Femme avait apporté la soupe ce soir-là. Elle passa 1 heure assise dans la cuisine avec Hélène et Walt à parler de choses ordinaires, de ses petits-enfants, du livre qu'elle venait de terminer, de la nouvelle boulangerie qui avait ouvert rue Birch, des conversations normales, le genre de conversation qu'Hélène n'avait pas entendu depuis des semaines et dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait faim jusqu'à ce que cette conversation se présente à elle. Après le départ de Madame Femme, Walt lava les bols à soupe et les mit dans l'évier. « C'est quelqu'un de bien, » dit-il. « Oui, » approuva Hélène. « Tout le monde n'était pas impliqué. Non, pas tout le monde. » Walt s'essuya les mains avec un torchon et l'accrocha au crochet près de l'évier. Le même crochet, le même torchon, le même petit geste quotidien qu'il avait répété des milliers de fois dans cette cuisine. « Je pensais à Franck. » Hélène attendit. « Pas à ce qu'il a fait, mais à ce qu'il était avant, à l'époque où il était simplement Franck. Les tomates, le toit, comment il m'a aidé à déplacer ce rocher dans le jardin quand Maria voulait une balançoire. » Elle marqua une pause. Est-ce que tout cela était réel ou était-ce une tentative de dissimulation? C'était la question qu'Hélène avait toujours évitée, celle qui se cachait derrière tous ces horodatages, ces plaques d'immatriculation et ces entrées de registre, une question à laquelle aucun document ne pouvait répondre. « Je pense qu'ils étaient authentiques, » dit-elle doucement. « Je pense que Franck a été un bon voisin pendant 26 ans, puis qu'il est devenu un homme désespéré qui a fait de terribles choix. Je pense que les deux sont vrais, et je pense que c'est plus compliqué que s'il avait tout simulé depuis le début. » Walt réfléchit. « C'est plus compliqué parce que cela signifie que de bonnes personnes peuvent faire de mauvaises choses. Je le savais déjà. Savoir cela et le voir se produire dans sa propre rue, ce sont deux choses différentes. » Il accrocha la serviette à la verticale, comme toujours, les deux extrémités bien alignées, centrées sur le crochet. « Je ne veux pas le détester, » dit-il. « Je veux juste comprendre comment il en est arrivé là. » « Tu ne comprendras peut-être pas, je sais. » Ils restèrent assis dans la cuisine, plongés dans le silence qui suit les longues conversations. Un silence non pas vide, mais plein, imprégné de tout ce qui a été dit et de tout ce qui n'a pas été dit. Hélène chercha l'interrupteur, puis s'arrêta. « Walt ? » ?»« Oui. »« La véranda. Quand Glenn la rénovera, je veux qu'elle soit plus large. » Il la regarda. « Plus large ?» répéta-t-elle. « Assez de place pour 2 chaises et une table basse. Je veux m'y asseoir le matin avec mon café et voir toute la rue. » Il comprit. Pas seulement une demande pratique, mais une affirmation sous-jacente. Hélène Garza ne céda pas. Elle ne tira pas les rideaux, ni ne se cacha derrière des portes verrouillées, laissant ce qui s'était passé la réduire à néant.
Au contraire, elle s'épanouit, occupant plus d'espace, voyant davantage et non moins. « Je le dirai à Glenn demain, » dit Walt. « Et la lumière ?» ajouta Hélène. « La bonne, celle qui éclaire toute la cour. »« À détecteur de mouvement ?»« Non, allumée en permanence, toute la nuit. » Walt sourit. Ce sourire lent et en coin dont Hélène était tombée amoureuse 47 ans plus tôt, sur le parking d'une salle de bal où aucun d'eux ne savait danser et où tous deux faisaient semblant du contraire. « Toute la nuit, » confirma-t-il. L'hiver s'était abattu sur Meadow Lane, indifférent aux drames humains. La neige tombait et fondait. L'équipe de construction travaillait dans le froid, érigeant un nouveau porche, installant un nouveau bardage et remplaçant les fenêtres par des modèles à double vitrage qui, selon Glenn, dureraient plus longtemps que les originaux. Hélène et Walt, qui habitaient à l'arrière de la maison, ont vu la façade prendre vie. La procédure judiciaire se poursuivait. Keith Anderson a plaidé coupable en décembre d'accusations liées à un réseau de blanchiment d'argent. Tommy DeLuca a coopéré avec le procureur et a bénéficié d'une réduction de peine. Frank DeLuca, dont l'implication se limitait à la mise à disposition du sous-sol en échange du paiement de frais médicaux, a été inculpé séparément et remis en liberté sous caution dans l'attente de son procès. Un jour, Hélène le vit ramasser le courrier, se déplaçant lentement, paraissant 20 ans de plus qu'en septembre. Il ne lui fit pas signe de la main, elle non plus. La maison de Dolores Calloway s'assombrit en janvier. Non pas l'obscurité du travail, ni la lueur bleuâtre d'activités illégales, mais simplement l'obscurité, le vide. Le mardi matin, un panneau « À vendre » fut installé dans le jardin, et le mercredi, Dolores était partie. Pas d'adieu, pas de nouvelle adresse, juste le panneau, le silence et le souvenir des tasses de thé, des tartes et de 26 années de veillée. Hélène passa devant la maison en allant à la boîte aux lettres et y jeta un coup d'œil. Les rideaux d'où Dolores l'observait étaient toujours accrochés à la fenêtre. Le jardin qu'il avait entretenu, jamais avec autant de méticulosité que celui d'Hélène, mais qu'il avait tout de même entretenu, commençait déjà à paraître négligé. Hélène continua son chemin. Certaines choses étaient évidentes. En février, l'enquête sur l'incendie fut close. Victor Solis, l'homme interpellé dans la chambre d'Hélène, fut inculpé d'incendie criminel au premier degré. L'enquête confirma que l'incendie avait été commandité par un coordinateur au sein d'un vaste réseau de blanchiment d'argent, une personne placée au-dessus des opérations de terrain qui considérait la propriété des Garza comme un risque inacceptable pour la sécurité. Le rôle de Dolores Calloway dans l'identification de ce risque et la recommandation de mesures fut consigné dans le dossier, bien que Claudia ait précisé que les implications juridiques de cette recommandation étaient encore à l'étude. Hélène lut le résumé de l'affaire à 3 reprises. Apoi a închis dosarul, l-a pus în fișetul pe care îl ținea în dormitorul de oaspeți și l-a semnat așa cum semna totul, clar, precis, cu încrederea unei femei care știa că numerele spuneau întotdeauna adevărul până la urmă. Martie a venit umed și ploios, ca acele dimineți de primăvară timpurii, care seamănă mai mult cu ultima ceartă a iernii decât cu ceva liniștitor. Dar veranda era terminată. Glenn și echipa lui o construiseră mai lată, exact așa cum ceruse Helen. Scândurile erau de cedru, finisate corespunzător, cu o balustradă pe care Walt o ceruse din același lemn ca originalul. Treptele erau mai late, streașina mai adâncă, iar în colțul cel mai apropiat de stradă, un corp de iluminat permanent care arunca o lumină albă caldă de la amurg până în zori, în fiecare noapte, fără greș. Helen a așezat 2 scaune pe verandă în ziua în care a fost terminată. Nu erau noi. Le găsise la un magazin second-hand de pe strada Birch. Balansoare din lemn cu vopsea albastră decolorată, care îi amintea de ceva ce nu-și putea da seama exact unde se afla. Le-a așezat unul lângă altul, cu fața spre stradă, cu o măsuță între ele, suficient de mare cât să încapă 2 cești de cafea.
În prima dimineață suficient de caldă pentru a sta afară, ea și Walt și-au dus cănile pe verandă și s-au așezat în balansoare. Strada era liniștită. Doamna Pham a făcut cu mâna din curtea ei. O familie pe care Helen nu o recunoștea se mutase în casa Calloway. Un cuplu tânăr cu un copil mic și un golden retriever care deja sapa în grădina neîngrijită. Casa Anderson era încă goală, scoasă la vânzare, la fel ca și casa Calloway de dinaintea ei. Helen se îndoia că se va vinde repede. Casele cu antecedente penale aveau tendința să persistă pe piață, trecutul lor agățându-se de ele precum mirosul slab de fum, care uneori plutea peste Meadow Lane, numărul 26, în zilele cu ceață. Helen își sorbea cafeaua și privea strada. Nu așa cum o privise de la motel, însetată de indicii, căutând amenințări. Nu așa cum o privise Dolores, catalogând tipare pentru beneficiul altcuiva. Pur și simplu așa cum o persoană observă locul în care a ales să stea. Un loc în care și-a câștigat dreptul să-l cunoască complet, la suprafață și în profunzime, vizibil și invizibil. Walt se balançait doucement sur sa chaise, sa jambe blessée étendue, sa tasse de café posée sur la coudoir avec la précision nonchalante d'un long exercice. Une matinée tranquille, dit-il. Un calme agréable, répondit Hélène. Il la regarda. Tu vas garder les caméras? Hélène réfléchit. 4 caméras fonctionnaient encore, enregistrant sur le cloud, capturant le moindre mouvement sur et autour de leur propriété. Elle ne les avait pas éteintes depuis leur installation, et une partie d'elles était contre. Les caméras les avaient sauvées, avaient sauvé leur entreprise, avaient fait la différence entre l'incrédulité et la crédibilité. Mais l'autre partie d'elle, celle qui voulait simplement s'asseoir sur cette véranda et être là, non pas pour regarder, mais pour vivre, avait aussi son mot à dire. « J'en garderai 2, dit-elle, celle de la porte de derrière et celle du portail latéral. Je filme le reste. Et la vue dehors ?» Hélène jeta un coup d'œil vers Meadow Lane. Le golden retriever nouveau-né de la famille gambadait dans le jardin des Calloway, poussant des cris de joie pure et sans arrière-pensée. Madame Pham balayait son allée. La voiture postale tourna au coin de la rue et entama sa tournée tranquille. « J'ai une véranda pour ça, » dit Hélène. Walt acquiesça. Il comprit, comme toujours avec les décisions d'Hélène, qu'il ne s'agissait pas de baisser sa garde. Il s'agissait de choisir ce qu'elle regardait et pourquoi. Les caméras étaient nécessaires. Une véranda, c'était autre chose. Une véranda, un choix, une présence. Une femme qui avait décidé que le meilleur système de surveillance jamais inventé était un fauteuil confortable, une tasse de café et une volonté d'observer. Hélène posa sa tasse sur la table et se laissa aller dans le fauteuil à bascule. L'air printanier portait l'odeur humide de la terre qui dégèle et les premières lueurs du jour. Sous le paillis des parterres, les racines des hortensias s'éveillaient, canalisant leur énergie à travers leurs tiges dormantes, se préparant à ce qu'elles faisaient chaque année depuis 31 ans. Fleurir, coûte que coûte. Fleurir quand même, Walt, dit Hélène au bout d'un moment. Ouais, la prochaine fois qu'on fera semblant de partir en vacances, allons-y vraiment. Il rit, son vrai rire, celui qu'il avait épousé. Sarasota ? Demanda-t-il. Sarasota, confirma-t-elle. Assis sur la véranda, ils se balançaient doucement, observant leur rue reprendre vie. Une rue différente de celle qu'ils croyaient connaître. Non pas la rue qui dissimulait tant de choses derrière son apparence ordinaire, mais la rue était bien ce qu'elle était réellement, complexe, imparfaite, et peuplée de gens faisant des choix. Certains bons, d'autres terribles, la plupart se situant dans cette zone grise indéterminée où se déroule la vraie vie. Hélène Garza a passé 34 ans à décrypter les chiffres. Elle a passé 31 ans à scruter la rue. Et en 2 semaines, dans un motel, avec 2 ordinateurs portables et un carnet, elle a découvert une vérité que personne d'autre ne voulait voir.
Non pas parce qu'elle était spéciale, non pas parce qu'elle avait une formation, une autorité ou quoi que ce soit de ce que l'on suppose nécessaire pour percer à jour ce qui est pourtant évident, mais parce qu'elle était attentive. C'était tout ce qu'elle avait toujours été, une femme qui refusait de baisser les bras, même quand on lui disait qu'elle était trop vieille, trop ordinaire, trop invisible pour compter. Surtout à ce moment-là. La lumière du porche brûlait cette nuit-là, comme toutes les nuits depuis. Chaleureuse et constante, elle s'étendait sur la cour et dans la rue, révélant ce qui n'était que ténèbres. Pas de projecteur, pas d'avertissement, juste une lumière, allumée par quelqu'un qui avait compris que le meilleur moyen de combattre ce qui rôde dans l'obscurité est de s'assurer que l'obscurité n'est nulle part où se cacher.